Merci à vous. Merci d'abord d'avoir respecté le timing. C'est la règle du jeu, d'autant plus que je sais que, en tout cas, vous m'avez dit que toutes les communes n'étaient pas nécessairement répondu favorablement à votre demande. C'est ce qui a été fait ce soir. Et si j'ai bien compris, ce message est commun chez GSP, CC et SAFP. Voilà. En tout cas, le Conseil et les membres du Conseil vous ont entendus. Nous vous en remercions et nous allons poursuivre nos points à l'ordre du jour, si vous le permettez bien. Je vous remercie beaucoup. Merci. Si vous voulez bien passer à la deuxième point préambule du Conseil du pouvoir, puisque ce que nous avons prévu, une audition du responsable de l'audition, du responsable du commissaire divisionnaire chef de zone. Je vais laisser le soin à votre bourgmestre de présenter, puisque Mestre est responsable de la police administrative, vous le savez, mais c'est qu'il siège aussi au conseil de police et que c'est lui qui a eu cette initiative. Merci, Monsieur le Président. J'ai souhaité, suite à l'expérience que nous avons eue au cours de la dernière législature, d'avoir dans toutes les deux législatures une information la plus complète possible. C'est une première information sur le fonctionnement des services de police de la zone. Très souvent, il y a des questions, des remarques, des interrogations. Nous l'avions fait au cours de la législature passée, je pense, de la 4e année. Cette fois-ci, nous prenons le premier, je dirais, une fois le conseil de police installé, puisque hier, Ali Disney, Abdeslam Smaïn et Frédéric Auquel sont prêtés serment et représenteront la commune de Saint-Josse au sein du conseil de police. Et aujourd'hui, c'est l'occasion d'entendre notre chef de zone, Frédéric Dauphin, qui va vous présenter le fonctionnement de la zone de police. Je vous cède immédiatement le micro, si vous êtes d'accord, Monsieur le Président. Oui, bien entendu. Je vais juste demander, si vous voulez bien, avant de vous céder la parole, de faire en sorte que vous fassiez un peu moins de bruit, si vous voulez bien, dans les couloirs, en manière telle que les travaux puissent se tenir dans le respect et la sérénité. Monsieur le commissaire divisionnaire chef de zone, la parole est à vous. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frédéric Dauphin, j'ai 45 ans. Je suis le chef de corps de la zone de police de Bruxelles-Nord depuis 2015 maintenant. Et à l'invitation de M. le bourgmestre, je viens vous faire une explication sur le fonctionnement de la zone de police Bruxelles-Nord. Alors pourquoi est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire déjà parce que la zone de police ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que l'ensemble des autres zones de police. On a une petite particularité, et j'aurai l'occasion de vous expliquer au cours de l'exposé cette particularité dans le cadre de l'organisation du corps de police. Ça vous permettra aussi, pour certains, de mieux identifier à qui ou dans quel domaine poser une série de questions en chef de corps ou à ses services. J'en profiterai également dans une deuxième partie pour vous présenter différents projets de la zone. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ces projets, mais vous aurez comme ça un aperçu sur ces différents projets, sur les réalisations qui sont faites au niveau de la zone de police. Alors, si la technique le permet, l'exposé sera agrémenté, vais-je dire, d'une série de petites capsules vidéo. La première capsule vidéo a été réalisée par les membres du personnel à leur initiative. C'est une capsule qui présente un peu les différents services de la zone. Voilà, on va la lancer.
Voilà, vous avez pu voir un aperçu, donc c'est les membres du personnel qui ont choisi des images et qui ont construit eux-mêmes le récit et la présentation qui est faite de la zone de police. Alors, on va essayer d'être assez concret, d'aller to the point, comme je le dis. Une zone de police, vous allez d'abord avoir l'organisation générale du corps de police, avec le chef de corps et son cabinet. Dans le cabinet du chef de corps, vous allez retrouver différents services, les services de cabinet, secrétariat en tant que tel, gestionnaire de dossiers, mais vous allez retrouver également une cellule de communication, une cellule stratégique, c'est cette cellule-là qui fait les analyses de criminalité, qui vous permet de faire un monitoring, un suivi, un pilotage de l'analyse de criminalité. Vous avez un service de contrôle interne, et alors comme tous les employeurs de Belgique, j'ai également une cellule bien-être avec un conseiller en prévention et une équipe du stress team. Alors, au niveau des services de police, mais ça c'est valable pour n'importe quelle organisation, qu'elle soit policière ou non, on fait la distinction entre les activités opérationnelles et les activités de support. Donc, pour faire travailler un policier sur le terrain, vous avez besoin d'avoir des logisticiens, vous avez besoin d'avoir des informaticiens, vous avez besoin d'avoir des gestionnaires des ressources humaines, vous avez besoin de gens qui s'occupent des finances. Donc, ce sont toutes les activités de support. Hein, c'est la colonne que vous allez trouver sur votre droite. Ça s'appelle la coordination administrative, et là, vous avez uniquement des services non opérationnels et de support. Support à quoi? Ben, ça, c'est la partie gauche. Ce sont, la dia ne permet pas de voir qui, normalement, si on clique un tout petit peu, ça change rien. Ça change rien. Bon, on va arrêter, je vais vous donner l'explication alors. Les directions opérationnelles, qu'est-ce que vous avez dans les directions opérationnelles? Vous avez la direction judiciaire, la direction de la circulation, une direction de la proximité. La DUO, c'est la direction de l'appui opérationnel. Dans cette DUO, vous allez retrouver la brigade de surveillance des transports en commun. On est une des seules zones sur Bruxelles d'avoir une unité spécialement dédiée à la surveillance et à la sécurité dans les transports en commun. Vous avez la direction de la police administrative qui s'occupe plus de la gestion des événements dans l'espace public. Et vous avez un service d'assistance de concertation qui mène différents projets de proximité en lien avec les fonctionnaires de prévention. Ça, ce sont ce qu'on appelle les activités d'état-major et de gestion et d'organisation générale de la zone de police. En unité de première ligne, et ça c'est très important, et c'est là que la zone est organisée un tout petit peu différemment que les autres zones de police. Vous avez 5 commissariats qui sont ouverts 24 heures sur 24.
4 de ces 5 commissariats couvrent toujours le territoire de 2 communes. Vous avez le commissariat 2 qui se trouve vers Servas-Oudenackers, donc à la maison communale des Verts, et qui prend en charge une grande partie du territoire des Verts, mais aussi une partie du territoire de Scarbeck. Vous avez le commissariat qui est près de la gare de Scarbeck, le commissariat 1 avenue Rodenbach, qui va couvrir des parties de Scarbeck et des Verts. Celui de l'avenue de Rodenbach ne couvre que des parties sur Scarbeck. Et sur Saint-Just-de-Dote, vous avez le commissariat 4, il est ici, partage des locaux avec l'administration communale. Et vous avez le commissariat 5 qui se situe dans le quartier nord, à proximité de la gare du Nord. Alors, quelle est la spécificité de ces 5 commissariats? D'une part, il y en a 5 qui sont ouverts 24 heures sur 24, ça c'est une première chose, mais dans chacun de ces commissariats, vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités de base. Donc, habituellement, une antenne de police se constitue en général plutôt des équipes de quartier seules, qui ne font que du travail de quartier. Ici, le directeur du commissariat a à sa disposition l'ensemble des services. Il a une équipe de circulation, il a une équipe judiciaire, il a ses agents de quartier, il a un service famille-jeunesse, il a un service d'aide et d'assistance et d'appui aux victimes, il a un service loi sociale environnement, il a également un service qui peut s'occuper de l'analyse de l'information pour la criminalité de quartier, et ce qui fait l'originalité de la zone aussi, c'est que l'intervention est décentralisée. Donc l'intervention n'est pas centralisée dans un seul et même bâtiment, l'intervention part des commissariats. Ce système, il va permettre quoi? On va le voir, on aura l'occasion de le voir par la suite. C'est un système qui permet rapidement, pour un directeur de commissariat qui est responsable d'un secteur et d'un territoire, d'avoir à sa disposition une boîte à outils. Et il va pouvoir utiliser ces différents outils pour trouver des réponses aux problèmes de criminalité qui se posent sur son territoire. Et il va avoir à sa disposition différents outils qu'il va pouvoir soit en utiliser un seul, soit décider d'en combiner plusieurs dans la construction d'une approche contre un phénomène ou un problème de criminalité qui a été constaté. Cette manière de travailler, c'est une projection des moyens de la zone de police vers les services de première ligne, avec une autonomie opérationnelle des directeurs du commissariat pour construire les approches les plus adaptées en ce qui concerne la criminalité. Donc, quand on combine les deux, les services d'état-major et les services des commissariats et les 5 commissariats, vous voyez qu'on a une organisation qui est organisée en 3 niveaux, avec une direction zonale qui va être responsable de la gestion de cet ensemble-là, qui va fixer le cadre, la stratégie, le lien avec l'environnement, quoi de plus classique. Il y a des éléments importants que je dois, moi, gérer à ce niveau-là. Vous savez qu'on travaille en termes de police intégrée, structurée à 2 niveaux. Le partage et la répartition des missions se fait entre la police locale et la police fédérale pour un certain nombre de choses. Malheureusement, mes amis de la police fédérale doivent et connaissent des restrictions budgétaires depuis plusieurs années. Ils ne sont plus toujours en mesure de remplir l'ensemble des missions qui leur sont attribuées. Et on constate, par exemple, qu'il y a un glissement des missions vers la police locale. Les missions, le service aux citoyens, il doit être rendu. Si un des services de police fait défaut, il faut certainement que l'autre service puisse au moins faire quelque chose. Peut-être pas aussi bien, parce que les moyens sont limités, mais en tout cas, on a des prises en charge d'un certain nombre de missions. Ici, pour l'instant, en région de Bruxelles-Capitale, le point clé, c'est la surveillance du réseau de transport en commun, où la police fédérale est normalement présente dans les gares et normalement présente dans le métro. Et dû à la situation budgétaire, ils ont des difficultés à pouvoir assurer l'ensemble de ces missions. Et donc, c'est les polices locales qui sont mises à contribution pour assurer cette sécurité dans cet espace-là. C'est un des exemples, il en existe d'autres aussi. Ça ne remet pas en cause l'engagement du personnel de la police fédérale ou l'implication du personnel de la police fédérale dans les problèmes de sécurité en région de Bruxelles-Capitale. Simplement, ils font avec des moyens qui leur sont accordés et ce n'est pas tous les jours facile. Je dois organiser au niveau de la direction zonale cet équilibre aussi entre l'exécution de missions pour la sécurité quotidienne de la population et chaque zone de police, toutes les zones de police en Belgique ont aussi des obligations fédérales. On doit accomplir un certain nombre de missions
à caractère fédéral. Elles sont principalement identifiées par les missions de maintien de l'ordre. Gestion négociée d'espace public, comme on dit maintenant. Hein, régulièrement, la zone de police envoie du personnel pour la gestion d'événements à l'extérieur de l'arrondissement ou en appui d'une autre zone de police de la région de Bruxelles-Capitale. Voilà, ça c'est une mission qui fait partie de nos missions, on dit à caractère fédéral. Vous avez vu qu'il y a des directions fonctionnelles, direction judiciaire, direction de la circulation, direction de la proximité. Le rôle est certainement d'assurer le contrôle qualité et la vérification que l'ensemble des services opérationnels respectent bien les procédures qui sont prévues. S'il y a bien un métier dans ce bas monde où les procédures sont importantes, où le contexte légal est chaque fois très très important, c'est les services de police. Il y a énormément de procédures pour chaque action judiciaire. Chaque domaine, la circulation, la police judiciaire, la police administrative, a ses propres normes et ses propres principes de fonctionnement. Et les hommes et les femmes qui constituent le corps de police, dans leur action quotidienne, doivent être en mesure de les exécuter. Et je dois être en mesure, avec ces directions fonctionnelles, de m'assurer de la qualité et qu'ils remplissent bien ces missions conformément à ces procédures. Ces directions fonctionnelles sont les garantes que l'on travaille bien dans ce contexte-là. L'autre élément, c'est qu'elles font aussi l'équilibre entre les services qui font plus les services centralisés et les commissariats, ceux qui font aussi des calculs de répartition des ressources là où on en a besoin. Les situations ne sont pas toujours les mêmes dans chaque commissariat. Il y a des priorités qu'on peut accorder dans l'affectation des différentes ressources. Et enfin, vous avez les commissariats, j'ai expliqué, ils vont s'occuper de l'ensemble des missions de police de base. Depuis 2015, on a accentué l'autonomie décisionnelle des directeurs de commissariat. C'est-à-dire qu'on est parti du principe que c'était eux, en contact avec le personnel du terrain, qui était le mieux à même d'identifier quels étaient les problèmes qui se posaient dans les quartiers, et c'était eux qui étaient les mieux à même de nous indiquer quelles étaient les solutions à développer. Donc on combine une approche de stade avec l'analyse de criminalité générale, avec les statistiques policières, avec la garantie du respect des procédures. On va la combiner avec une approche de terrain pour dire, maintenant, sur base de ça, ensemble, dites-nous quelles sont les solutions les plus adaptées. C'est une application des 4 principes que vous avez sur votre droite, une police orientée vers la communauté, la décentralisation avec les commissariats, la territorialisation, c'est l'approche par commissariat. Elle est importante, cette territorialisation, et le fait de projeter les effectifs aussi en première ligne. Pourquoi c'est important? Dans le recrutement, on a essentiellement des policiers qui viennent hors de la zone de police, hors de la région de Bruxelles-Capitale. Okay, c'est une réalité. J'ai la chance, moi, d'avoir une autoroute qui arrive dans la zone, c'est un boulevard urbain maintenant, c'est la E40. Cette E40, il y a beaucoup de Liégeois qui viennent travailler, ou de Namurois qui viennent travailler ici dans notre zone de police. Le fait de travailler dans un commissariat, dans une intervention qui est décentralisée, de travailler au contact d'autres collègues, d'autres services au quotidien, permet assez rapidement à ces gens qui ne connaissent pas la réalité bruxelloise de se l'approprier au fur et à mesure. D'autre part, ils peuvent travailler sur des territoires et des zones qui sont beaucoup plus réduites que l'ensemble de la zone de police. Ils peuvent plus vite acquérir une connaissance du terrain, des habitudes des gens, non pas pour les arrêter, les contrôler à tout moment, mais justement pour apporter une plus grande qualité dans leur travail et peut-être une grande pertinence dans la justesse de leur intervention. Quelques éléments qui sont très importants en ce qui concerne les services de police, j'en ai parlé hier. La police n'est pas quelque chose qui est isolé ou à côté de la société, elle est confrontée exactement comme n'importe quelle organisation, comme n'importe quelle administration publique ou service public, elle est confrontée aux mêmes défis, soit dans la réalisation de ses missions. Ça, c'est un objectif qui est très important pour nous, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est le travail de la police en réseau. En réseau, non pas pour espionner la société et avoir un maximum d'informations et de pouvoir beaucoup plus vite résoudre des enquêtes, c'est pas là l'objectif,
L'objectif, c'est que la police n'est pas l'unique contributeur aux situations de sécurité et la police n'est pas l'unique organisme, administration qui a la solution en matière de sécurité. Ça n'existe plus. Si vous voulez construire une notion de sécurité au quotidien sur le long terme, vous devez travailler en partenariat et construire ces partenariats au quotidien. Alors, comment est-ce qu'on le fait? On l'a commencé, vous le verrez, on montrera des exemples avec les services socio-préventifs. Pour chacune des communes, nous avons un partenariat qui est développé avec les fonctionnaires de prévention, les éducateurs de rue et les gardiens de la paix, chacun dans le respect du secret professionnel de l'autre, mais on se parle, on gère ensemble les événements, on débriefe sur la gestion des événements. Alors, encore mieux, chaque commune a sa propre manière de faire fonctionner son service de prévention, et c'est très bien comme ça. La zone de police s'adapte tout simplement. On n'a pas les mêmes, en tout cas, structuration de relations entre les trois communes, et le résultat est le même. On travaille ensemble, dans le respect de l'identité de chacun et dans le respect du secret professionnel de chacun. C'est très important, cette manière de faire, et ça, j'y tiens beaucoup. Quand j'ai commencé en 2003 à travailler ici à la police de la zone, on parlait assez peu des fonctionnaires de prévention et du travail que l'on pouvait mener en partenariat. À l'heure où je vous parle, quand le personnel de la zone de police, quand les responsables de la zone de police construisent des approches opérationnelles, un des premiers éléments qu'ils vont regarder, c'est un contact avec les services de prévention pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire, si on va faire cette action-là, qu'est-ce qu'il risque d'arriver, et ainsi de suite. De même, sur le terrain, on est en contact avec eux pour pouvoir mieux organiser, je peux tenir très longtemps, pour pouvoir mieux organiser le travail de terrain. Police connectée, vous en avez un exemple ici, des difficultés que toutes les organisations connaissent, c'est le passage à la digitalisation. Digitalisation dans le fonctionnement même des services de police et digitalisation dans les contacts et la manière dont on peut organiser les contacts avec la population. C'est un défi important. Une police responsable, je vous l'ai dit, ce serait très facile pour nous de constater que la police fédérale ne remplit plus une série de missions et de se dire on s'arrête là, il n'y a plus personne pour les accomplir, pourquoi est-ce que nous on devrait le faire? On essaie de trouver des solutions dans la construction de solutions avec la police fédérale pour assurer la sécurité des citoyens. De même, au niveau du cycle budgétaire, au niveau du conseil de police et du collège de police, on a une grande transparence par rapport à ce qui se fait. Police à l'écoute, c'est très important pour pouvoir garder des membres du personnel ici au sein du service de police. On développe pour chacun des membres du personnel, dès qu'ils rentrent dans la zone, qu'ils viennent de Liège, de Scarbeck, de Saint-Josse, de Flandre, peu importe, quel que soit son statut, qu'il soit détaché, mis à disposition, qu'il est en stage, et ainsi de suite, peu importe, dès qu'il met le pied dans la zone de police, il est considéré comme un membre à part entière du corps de police, et on construit avec lui, on essaie de lui proposer une évolution de carrière pour pouvoir l'attacher au corps de police et pour pouvoir garder cette connaissance qui est accumulée au fur et à mesure du temps. Ça marche pas trop mal. Les gens qui font promotion sociale, donc qui accèdent à des fonctions supérieures, qui se forment pour accéder à des fonctions supérieures, demandent d'une manière générale à revenir dans le corps de police. On est aussi un employeur qui n'a pas de difficulté à recruter. Alors, l'évolution de la criminalité objective de 2002 à 2018 a envoyé une diminution de 32%. Alors, ce n'est pas de 2002 à 2018, mais c'est de 2017 à 2018. Vous constatez une hausse de 5%. Alors, deux éléments importants quand on se compare entre zones de police. Ici, pour la zone de police, c'est l'ensemble des chiffres de criminalité. Okay? Certaines zones de police, quand elles font un bilan d'activité, ne retiennent qu'un certain nombre d'infractions. D'accord? Ici, vous avez vraiment la photographie sur l'ensemble des faits criminels. On est occupé à analyser un peu plus en profondeur l'augmentation de 5% pour savoir où se trouve exactement le focus. Et cette analyse nous amène déjà, en grande partie, à constater que les faits de harcèlement ou les violences qui sont faites dans le milieu familial, les violences intrafamiliales, constituent le gros paquet, ce n'est pas très scientifique comme mot, mais ça constitue en tout cas la majorité des faits qui poussent à l'augmentation de cette criminalité objective.
C'est là un domaine dans lequel on va devoir travailler. Il y a aussi un autre élément qui joue. Vous savez, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire maintenant, la zone de police est vraiment très attentive à améliorer son travail d'accueil des victimes, à améliorer l'information du personnel sur toutes ces matières-là, le harcèlement et les violences intrafamiliales. Il est possible que les gens franchissent plus facilement la porte du commissariat pour venir déposer plainte et que finalement, on est là, tout d'un coup, la vraie réalité chiffrée qui commence à apparaître parce que les victimes, passant cette porte du commissariat, étant prises en charge, eh ben, n'hésitent plus à venir déposer plainte. Vous avez vu les diminutions de criminalité, mais entre 2002 et jusqu'en 2018, hein, vous avez une augmentation de 23% de la population. De nouveau, le chiffre en dessous de 2017-2018, c'est une petite diminution de moins 0,3. Et donc, vous voyez que l'augmentation de la population sur Scarbeck et Saint-Josse très important sur ces années-là. Mais on est parmi les communes dans la zone de police, on compte les communes qui sont les plus densément peuplées de la région de Bruxelles-Capitale. Ça a aussi un impact sur la manière dont s'organise la vie dans l'espace public et donc doit s'organiser la sécurité. Ok, celle-ci, c'est les chiffres. Okay. Alors ici vous avez une petite répartition des infractions. Je vais passer dessus. Chaque mois, la zone de police publie des analyses de criminalité générale à destination du collège de police. Il y a des analyses de criminalité trimestrielles. Elles sont détaillées. Elles reprennent les chiffres de la criminalité, mais aussi les chiffres en matière de sécurité routière. Alors, une partie de ces éléments-là aussi sera disponible via le site web de la zone. On a un projet qu'on discute actuellement avec le collège de police pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre ça. Les principaux projets de la zone, on va les passer en revue. Je vais vous présenter une petite vidéo, Monsieur le Président. Ok, on va directement passer à la vidéo. C'est une vidéo qui présente notre partenariat avec les écoles. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. C'est l'événement du parrainage. Donc, ça veut dire que le parrainage des écoles que la zone organise est plus ancienne que la zone de police. La zone de police, c'est seulement 18 ans. Donc, 20 ans de parrainage, c'est un projet qui existait avant la réforme des polices. C'est un autre projet de la police communale, un projet de proximité qui va conserver au moment de la réforme des polices et lui donner une très grande ampleur sur l'ensemble de la zone. Les 3 communes sont maintenant concernées par le parrainage. L'objectif du projet de parrainage, c'est d'instaurer un premier contact contre les élèves de la police. C'est également d'offrir une relation de confiance et certainement de casser les stéréotypes. Het wetenschap doet dat beter de eerste maal een ontmoeting gaan organiseren in de klas in de school. En gaat daar ook in uniform naartoe, dat kinderen ook zien wat de politie, wat de functie politie inhoudt. En hij zal zich dan belasten met het uitleggen van hoe de politieapparaat functioneert, waarom we daar zijn. En ook duidelijk maken aan de kinderen dat de politie kan zijn, dat wij dat niet altijd zijn, om reflexief te zijn, maar dat wij ook kunnen zijn. Gaat meer over bespreken en de aanhalen van alle gevaren die de sociale netwerken kunnen inhouden. Voor ons is dat soms een moeilijke taak, want de kinderen zelf van 6 en 1 jaar zijn van de meer bedreven met zo'n activiteiten dan wij zelf. Dus wij als spelen moeten we dan ook op de hoogte blijven van al wat gaande is op de sociale media. Maar het is wel belangrijk dat we niet zo weten of jongeren weten. Want het waren enorm veel gevaren. Dus ja, dat is de tweede ontmoeting. En de derde ontmoeting is bijna de afsluiten van het wetenschapsjaar. Dat is iets dat zij zelf ook kiezen. Voilà, on va continuer comme ça. Vous avez un petit aperçu, les vidéos seront elles sont disponibles sur le site web de la zone de police pour certaines d'entre elles. Parrainage des écoles primaires, 55 écoles participantes, Saint-Josse est évidemment concerné par ça. On a développé un projet de parrainage aussi avec notre mascotte, vous l'avez vu dans la première vidéo, Paul Bruno,
qui vient rendre compte. Donc, pour tout ce qui concerne le parrainage des écoles, c'est très important de construire ce partenariat. C'est notamment grâce à ça aussi, par cette participation ludique et ces contacts ludiques avec les écoles, qu'on peut résoudre toute une série de problèmes. On crée des partenariats. La parole se libère aussi pour les enfants ou pour les enseignants par rapport à des problèmes. En ayant des parrains, des points de contact policiers, c'est plus facile pour, en tout cas, régler des situations qui sont souvent fort complexes, d'avoir ce point de contact plutôt que de devoir franchir la porte d'un commissariat, de devoir se présenter devant un planton à l'accueil et ainsi de suite. Ben là, on a cette possibilité qui est là. En matière de circulation, on a un plan d'action sécurité routière complet. On a fait une conférence de presse sur les contrôles vitesse dernièrement. On a augmenté le volume et la présence et la visibilité de la zone de police dans cette matière-là, mais on a aussi travaillé sur la communication, notamment dans les écoles, par rapport à des comportements qui peuvent les mettre en danger, le but ici étant de réduire le danger. On a aussi travaillé avec les crèches et les parents dans les crèches, à l'accueil des crèches, pour toutes les crèches de la zone de police. On a fait une campagne, par exemple, sur la ceinture de sécurité. Exactement la même chose en matière de cambriolage, donc plan de sécurité routière. On a aussi un plan d'action en matière de cambriolage qui est un phénomène assez important sur la zone. Il est en diminution de 15% par rapport en 2018 par rapport à 2017. Cette campagne est organisée toujours dans la recherche d'une qualité du service offert aux citoyens avec des explications et une formation de la part du personnel. Plan d'action Quartier Nord, c'est le plan d'action qui est mis en place autour du CCN et de la gare du Nord. Vous avez pu voir les chiffres dans la presse. C'est la gare du Midi qui est malheureusement dans le top 1 des problèmes en termes de criminalité. La gare du Nord est dans le top 10, mais si vous suivez les médias, on aurait pu croire qu'elle était la gare numéro 1 en matière de criminalité. Ben non. On a développé une approche et un plan d'action concernant cette gare du Nord. J'y tiens beaucoup d'expliquer que par rapport aux valeurs du service de police et aux normes du service de police, on n'a pas construit notre action policière contre les migrants. Okay. On a construit notre action policière dans la lutte contre un certain nombre de phénomènes de criminalité et on a fait l'effort d'identifier ceux qui étaient porteurs de ces phénomènes de criminalité, mais on n'est pas parti du principe que la personne en migration était une personne qui était d'office un criminel. Et donc, loin de là, on a développé des approches sur les phénomènes de criminalité, bien identifier les groupes d'auteurs et faire l'action policière là où elle devait être. D'autre part, on n'a pas hésité à développer des partenariats avec le peuple humanitaire qui s'occupe des migrants au niveau de la gare du Nord. On a un partenariat avec eux. Si on n'a pas signé une convention, on n'a pas signé un contrat ou quoi que ce soit, mais on se rencontre, on se parle. Je pense que c'est déjà un bon principe quand on a à gérer des problèmes de sécurité et ensemble, chacun de nouveau dans le respect de l'action de chacun. On ne mélange pas les choses. On ne demande pas aux humanitaires de faire la police, on ne demande pas à la police de faire de l'humanitaire, mais est-ce qu'ensemble, dans les actions que l'on mène, est-ce que dans l'espace public, on peut trouver des moyens de moduler, de coordonner notre action au bénéfice de tous, les navetteurs et les migrants et ainsi de suite. C'est difficile pour le commissariat 5 et l'unité qui doit s'occuper de ça, mais en tout cas, c'est une approche structurée qui permet aussi au personnel de voir et d'avoir un sens à son travail. C'est pas la panacée, je dis pas ici, je suis pas occupé à vendre du rêve, je suis simplement occupé à vous dire, c'est une situation difficile, voilà ce qu'on a développé pour le faire. Donc, je ne suis pas à dire que ça marche à 100%, ça reste une situation difficile et compliquée. Et ici, vous avez la présentation du projet Culture, très important aussi, je terminerai par ça. Les normes et les valeurs sont très importantes, c'est le champ d'action aussi du chef de corps en matière disciplinaire. Quand il y a des problèmes qui se posent avec les membres du service de police, le chef de corps ne fait pas du pénal, il ne va pas punir comme le procureur du roi, mais le chef de corps, avec le collège de police, va proposer une gestion disciplinaire, une gestion sur base des valeurs. Quelles sont les valeurs qui ont été transgressées? Quelles sont les valeurs du code de déontologie qui ont été transgressées? Et c'est dans ce cadre-là que l'on va travailler en matière disciplinaire. Donc, on ne refait pas un procès de l'infraction pénale qui aurait été constaté à un moment ou à un autre. Ça, je pense que c'est très important de le faire. Et quand on travaille aussi en matière disciplinaire, on fait deux choses.
on indique à la personne quelle est la transgression et la gravité de la transgression, votre interprétation. Deuxième chose, c'est qu'on envoie un signal aux autres membres du corps de police pour dire ce comportement, cette attitude-là, elle n'est pas tolérée dans ces circonstances. C'est comme ça. On a fait un gros travail sur les valeurs. Ce n'est pas quelque chose que le staff a décidé de faire et les autres n'avaient qu'à suivre. C'est le résultat de toute une série d'ateliers où l'ensemble du corps de police et des personnes ont pu participer pour créer, en tout cas pour identifier les principales valeurs. C'est aussi un travail qui vient du terrain, qui vient des hommes. On a fait quelques petits plans. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci d'être resté dans le timing de la demi-heure. C'est un exercice difficile, d'autant plus que vous l'avez déjà fait hier, ai-je compris. Et donc, comme les stars de la scène, vous faites votre tour. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'ouvrir pendant quelques minutes un échange avec nos conseillers, remarques ou questions concernant votre présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Hawkins, Monsieur Balza. Allons-y, Monsieur Hawkins. Avec le micro, je serai. Ce que je vous propose, c'est que, Monsieur le Commissaire régional, nous allons regrouper les questions, si vous le voulez bien, et nous allons vous donner un micro. Il se fait que depuis la dernière fois, les micros se sont reproduits entre eux, et c'est une très bonne chose. Merci l'administration. Monsieur Hawkins, le floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Merci aussi, Monsieur le chef de zone, pour votre explication. J'ai quelques questions. La première, c'est sur les chiffres criminalité. Donc, vous avez dit que l'augmentation de 5% est surtout liée à la violence intrafamiliale et le harcèlement de rue. Quelle pourrait être la réponse à ce phénomène? Je crois que la réponse n'est pas uniquement policière, avec le harcèlement de rue et la violence intrafamiliale. Donc, comment est-ce que vous voyez ça? Comment vous allez collaborer, par exemple, avec les services sociaux de différentes communes? Ça, c'est la première question. Deuxième question porte sur la sécurité routière. On en parle beaucoup, surtout à Scarbeck, mais aussi à Saint-Just. On a aussi pu dénombrer des victimes d'accidents de la route. Quand je lis la note de politique générale de la zone, vous parlez de certains axes prioritaires où il y a plus de contrôle de vitesse. Pour la commune de Saint-Just, il s'agit de la rue Royale. Mais est-ce qu'il y aura aussi des contrôles dans d'autres endroits? Parce que du moment, dès que les gens savent qu'il y a des contrôles à un endroit, ils vont probablement se déplacer dans d'autres zones de la commune. Même chose pour le parking sauvage. Là aussi, il y a un plan d'action. Vous avez identifié plusieurs zones prioritaires. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus en ce qui concerne la commune de Saint-Just? Où se situe le problème et comment on va y répondre? Il y a une brigade à vélo. Je ne sais pas encore vu, je dois vous avouer. Est-ce que cette brigade est déployée dans toute la zone ou est-ce qu'elle se déploie dans quelques zones prioritaires? Est-ce qu'elle va être augmentée? Est-ce qu'on aura plus d'effectifs dans cette brigade? Et quelles seront les tâches exactes de cette brigade à vélo? Marchand de sommeil, j'ai vu dans la note de politique générale qu'il y a un projet spécifique, un plan d'action contre les marchands de sommeil, mais dont le déploiement se limite à Scarbeck. Et je voulais vous demander pourquoi uniquement Scarbeck, pourquoi pas FR et Saint-Just, et est-ce que ce plan d'action sera déployé dans toute la zone dans le futur? Une remarque sur la prostitution. Donc il y a un chapitre dans la note de politique générale où faire décrit qu'il y a plusieurs opérations de contrôle des carrés, notamment. Quelle est la réaction de la zone? On constate que la prostitution semble se manifester de plus en plus dans la rue, dans des appartements privés, dans les cafés. Comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça si la prostitution passe
dans l'anonymat, dans l'illégalité, c'est beaucoup plus difficile d'y répondre, de l'encadrer. Donc, quelle est votre réaction à ce sujet-là? Et dernière question, M. le bourgmestre avait annoncé qu'on aurait une augmentation de 40 caméras dans notre commune. Est-ce que c'est prévu pour le futur proche? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur le déploiement de cette augmentation du parc des caméras? Je vous remercie. Voilà, merci. Monsieur vous avez un conseiller très appliqué qui a fait une grappe de questions. Et donc, je vous demanderai, si vous voulez bien, il y a un jeu de police, il y a un conseil de police. Et donc, rappelez-vous aussi que ce débat a lieu à cet endroit-là pour les représentants de la commune. Donc, faisons en sorte que l'on n'ait pas de longue dissertation là-dessus. Sinon, la soirée risque d'être longue. Merci, M. Rouquet. Ce que je vous propose, c'est qu'étant donné qu'il y a eu un gros groupe de questions, qui a groupé une réponse, et ensuite M. Balzac et M. Boussit. Allez-y. Oui, donc en ce qui concerne la sécurité routière, les axes prioritaires, ce sont des axes où on fait un effort supplémentaire par rapport à l'activité régulière. Donc, ça veut dire que ce sont des axes qui ont été identifiés comme étant des axes à problème à cause notamment du nombre d'accidents de roulage qui s'y sont produits et de la gravité des accidents de roulage qui s'y sont produits et de la mesure du contrôle de vitesse, du dépassement de la limite de vitesse. Et là, on a décidé sur ces axes-là de faire un effort supplémentaire par rapport à l'effort régulier. Et on garantit sur ces axes-là des contrôles minimum, au moins une fois par semaine, ou la mise à disposition de lidar ou de radar fixe. Ça n'interdit pas, au contraire, hein, ça s'inscrit dans le reste de la politique de contrôle. Donc il y a plus que la rue Royale qui est contrôlée en matière de vitesse sur Saint-Josse. Stationnement aussi, le problème est le même. Je pense qu'il faut prendre le problème à la base, le nombre de véhicules et le nombre de places disponibles dans l'espace public. La pression, les chiffres étaient là, plus 23% de population sur les différentes communes. C'est quasiment autant en matière de véhicules. Ça met une pression sur l'espace disponible pour le stationnement. Bon, je n'ai pas le PowerPoint avec les chiffres et je ne les connais pas par cœur, mais sur l'année 2018, l'effort en matière de verbalisation a fortement augmenté. Je ne vais pas me lancer dans les pourcentages, mais j'hésite en 30% ou plus 90%. Ça dépend un peu du phénomène qu'on fait. Donc, ça concerne aussi la commune de Saint-Josse. Je vais essayer de me rappeler dans l'ordre toutes vos questions. Oui, la brigade à vélo. Donc, la brigade à vélo, il y a toujours une brigade à vélo dans la zone de police. Elle est située au niveau de la direction de la circulation. C'est une brigade qui est centralisée. Elle compte actuellement 7 cyclistes et donc elle est déployée un peu en fonction des besoins. Donc, c'est plutôt sur des petites infractions en matière de circulation, du stationnement gênant. Ça peut être aussi pour faciliter la fluidité à certains moments. Mais la menace au CAM étant passée par là, les progrès technologiques y étant aussi, on est occupé à rééquiper cette brigade vélo avec des vélos électriques, mais aussi d'adapter le gilet pare-balles des cyclistes pour leur permettre de sortir. Alors, sans rien promettre à l'avance, en tout cas, j'espère pouvoir augmenter cette brigade cycliste et la maintenir dans son activité circulation. Okay. Mais certainement, on peut déjà partir à partir de 7 et dès que le matériel aura été livré au cours de l'année 2019, il sera pleinement opérationnel. Okay. Concernant les marchands de sommeil, là, c'est une disposition qui est spécifique dans la loi sur la police intégrée ou la loi sur la fonction de police. Je ne sais plus très bien, mais la loi, je pense que c'est plutôt la loi sur la police intégrée. C'est que chaque commune a la possibilité de financer des projets spécifiques. C'est le cas de Scarbeck. Donc, Scarbeck a détaché sur un budget pour payer à la zone de police des inspecteurs pour un projet spécifique lié à des contrats de quartier. Et c'est pour ça qu'on mène une politique de marchand de sommeil. D'ailleurs, cette politique de marchand de sommeil sur Scarbeck est, dans un premier temps, limitée à un certain quartier et à 2 quartiers. Okay. 2, quand on décide de mener une politique sur un phénomène en particulier, comme par exemple les marchands de sommeil, il faut toujours, dans tous les cas, y associer le parquet, le procureur du roi,
il faut que le procureur du roi ait la possibilité de poursuivre ce qui a été constaté par les services de police. Donc, si on construit quelque chose, on doit le construire avec le procureur du roi, en mettant quand même l'accent sur les infractions en matière de marchand de sommeil. Hein. Ce sont quand même des infractions qui sont très difficiles à démontrer dans la procédure pénale et qui exigent un travail un peu particulier des services de police. C'est pour ça que l'on travaille dans ce cadre-là. Alors, l'augmentation, violence, intrafamiliale, harcèlement, là aussi, il faut bien identifier le phénomène. Je pense que la réponse, effectivement, sera dans un travail en commun avec différents services. Vous avez pu voir la présentation sur le partenariat avec les écoles. Dans le harcèlement, il y aura probablement du harcèlement scolaire qui sera dedans. Depuis qu'on en parle dans le cadre du parrainage, le nombre de demandes des écoles pour que notre mascotte passe dans les écoles maternelles et primaires, pour que la parole se libère et que les enfants puissent expliquer ce qui s'est passé, a quasiment triplé. Donc, au départ, on pensait faire une visite pour la première classe dans chaque école. On en est quasiment maintenant à des demandes d'école qui demandent de passer dans chaque classe. Soit que c'est la mascotte, hein, ça marche très bien avec les maternelles. La mascotte avec les secondaires, ça marche un peu moins bien. Je crois qu'ils ont beaucoup d'humour, donc ça pourrait aussi le faire. Mais là, on prend un policier et il y a un dialogue aussi qui s'installe. Donc là, il y a déjà une première accroche, ébauche de construction. Il ne faut pas réinventer l'eau chaude. Hein. Dans les écoles, il y a des tas de services qui existent. Hein. Le PMS, tout le monde connaît, mais il y a des tas d'autres choses qui sont mises en place par les différentes communautés qui travaillent là-dessus. J'ai d'ailleurs 2 policiers qui sont dans un groupe de travail avec le délégué pour les droits de l'enfant, qui participent justement sur cette relation police, jeune et la parole. Le harcèlement, c'est aussi le harcèlement dans les transports en commun. J'ai une brigade de surveillance des transports en commun. Il y a quelque chose à construire certainement à partir de là. Donc, on a les outils. On est occupé à faire le travail de constatation et de voir quel type de phénomène, quelles sont ces dimensions qui est touchée et avec qui on va pouvoir travailler en poursuivant la formation du personnel. Parce que je pense aussi qu'en ayant formé le personnel de la zone de police, on indique aussi aux victimes qu'il y a une prise en charge, une véritable prise en charge. Le regard du policier change par rapport à ce qu'on fait. J'ai certainement oublié de vos questions. Merci, Monsieur Dauphin. Vous avez été complet, je crois. Monsieur Balza, la parole est à vous. Allez-y. Je vous remercie. J'ai bien entendu l'exposé de Monsieur le commissaire divisionnaire. Je n'ai pas eu la chance, comme mon collègue, d'avoir pu voir la note de politique générale, et je sais qu'elle est probablement sur le site. J'irai la voir. Ceci étant, je voulais faire un parallélisme entre effectivement l'exposé de M. Dauphin et le programme de politique générale globale de la zone de police et le programme de politique générale de la commune de Saint-Josse, puisque nous faisons comme partie de cette zone de police. Et je trouve une certaine frilosité, mais j'ai probablement pas dû bien ouïr ce qui a été dit ce soir, et c'est pour ça que je suis certain que M. Dauphin va me corriger très rapidement, mais je n'ai pas entendu cette sensibilité par rapport à 2 autres phénomènes tout aussi importants. Certes, on a parlé de manière globale du quartier nord, on a parlé des vélos, des piétons, de la propreté, certes, mais il y a quand même 2 autres phénomènes qui me tiennent à cœur et qui, je pense, tiennent à cœur énormément l'habitant de Saint-Josse, et je pense de la zone de police notamment. C'est ce qu'on appelle d'abord le proxénétisme, et aussi, puisque c'est un terme fortement usité à Saint-Josse, le proxénétisme immobilier, mais également, et là pour moi c'est un phénomène criant qui a besoin, et je crois savoir que la zone de police a effectivement tenté par tous les moyens pendant la dernière législature effectivement d'y mettre bon ordre, c'est effectivement les trafics de stupéfiants, voire même trafic d'armes. Et donc, je reste un petit peu sur ma faim parce que je pense que c'est un phénomène et un thème peut-être qu'on n'ose peut-être pas trop appréhender, je dirais, de manière publique, pour des raisons certainement légitimes, mais si M. Dauphin pouvait d'aventure nous donner un peu plus d'explications concernant en tous les cas la volonté de la zone de police en la matière, je crois que ça révélerait plus d'un conseiller communal ici présent. Voilà. Merci, M. Balza. Je vous propose d'entendre aussi la question, l'intervention de M. Martinez. Vous avez un micro là. Je vous remercie, Monsieur le Président. Juste pour souligner qu'il y a 3 ans, en fait, on l'avait fait en commission, cette
et ça va être permis effectivement de pouvoir aller plus loin dans les questions, de poser. Voilà. Donc, je me dis que si on devait le refaire dans 3 ans, ce serait intéressant de le faire en commission pour ne pas monopoliser l'ensemble des conseillers communaux ou des gens. Donc, ma première question est également sur la sécurité routière. Je voudrais savoir si vous avez identifié sur Saint-Josse les points noirs. Récemment, rue du Méridien, il y a une de mes connaissances qui s'est fait renverser sur la place Kepler et les voitures vont très vite. Et en fait, même s'ils vont à 50 km/h, dans de nombreuses rues à Saint-Josse, c'est une vitesse qui, de notre point de vue, est excessive. Et donc, je souhaiterais savoir, pour des voitures, par exemple, qui sont dans la rue Potagère, ou rue de la Limite, ou que sais-je, ou rue de Fadouillon, et qui sont des zones où on peut rouler à 50 km/h, est-ce que vous estimez que ces vitesses devraient être réduites? Et si des véhicules vont à 50 km/h alors qu'il y a des piétons, des enfants, est-ce que vous avez des outils pour verbaliser? Est-ce qu'on considère qu'ils mettent en danger la sécurité des piétons avoisinants? Voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème là. La deuxième chose, c'est sur les réglementations. Comme vous le disiez, il y a plusieurs règlements qui ne sont pas les mêmes à Saint-Josse et à Scarbeck. Règlement des cafés, règlement prostitution. Et donc, je voulais savoir comment se fait en fait la concertation entre la zone de police et les communes pour essayer d'harmoniser ces règlements, ou si vous estimez que le fait qu'ils soient différents ne pose pas de problème et que ça peut continuer comme ça parce que c'est des réalités différentes. Bien que je me dis que dans certains quartiers, c'est quasiment… Enfin, vous me comprenez. Ensuite, sur le stationnement sauvage, j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il y ait de plus en plus de voitures sur les trottoirs, dû à une augmentation de la population. Ça n'excuse rien, ça met en danger les piétons. Récemment, j'avais interpellé ici même au conseil communal sur le véhicule d'un honorable membre du conseil et même du collège qui s'était laissé aller à mettre son véhicule sur un trottoir. Et la perception qui est faite, et les chiffres que nous avons d'ailleurs reçus sur le nombre de PV qui sont dressés, je l'avais pour la rue du Cadran et la rue Traversière, c'est très peu. Et donc, il y a une impression d'impunité. Et donc, qui n'est jamais bon pour la police, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ils passent, ils voient des véhicules mal stationnés et ils ne font rien. Donc, je souhaiterais savoir si vous avez des chiffres sur le nombre de PV qui sont dressés et si ça a progressé entre 2017 et 2018. Et pour le reste… Quatrième question. Écoutez, si vous m'invitez, je peux en inventer une, ça se clôturait. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Merci Président. beaucoup. Peut-être une question encore du Ah oui, non, excusez-moi, j'en avais encore une petite, je l'avais mal notée. Non, ça concerne les commerces. En fait, j'ai un certain nombre de commerçants qui se plaignent et qui me disent, voilà, moi, je respecte les réglementations concernant les heures de fermeture, concernant les produits que je vends. Et je constate que d'autres commerçants ne les respectent pas. J'ai beau prévenir, je constate qu'il n'y a pas de réaction ou pas de réaction. J'exagère. Ils me disent, il y a eu une inspection, mais je constate que l'autre commerce recommence, vend des cigarettes à l'unité, enfin, ce genre de choses. Il n'y a pas de suivi. Et donc, je souhaiterais savoir quelles sont les mesures qui sont prises. J'avais vu les chiffres, je n'avais pas l'impression que c'était énorme en termes d'inspection faite par la police. Je ne parle pas de la FSCA, mais vraiment par les services de police. Et quel est le suivi qui est donné pour ne pas donner l'impression à ces commerçants que les dossiers… Alors peut-être que les dossiers sont complexes et qu'ils nécessitent beaucoup de travaux, mais sur le retour d'informations vers ces commerçants. Merci. Peut-être sur cette grappe de questions de nos deux conseillers, M. Bazin et M. Roussy. Courtement, si vous le voulez bien, ensuite, ce que je propose, c'est de prendre deux dernières interventions. Mais complètement, que ce soit complet. Donc, l'intervention de ce soir, c'est une explication sur le fonctionnement de la zone de police. Donc, ce n'était pas une interpellation sur une série de phénomènes. Si vous m'interpellez sur une série de phénomènes, je sais venir avec la préparation et ainsi de suite. Alors, oui, dans le quartier nord, la prostitution fait partie d'une
des priorités de la zone de police. Donc, on a des unités qui travaillent en matière de prostitution. On fait partie, avec la police fédérale et le magistrat en charge de la traite des êtres humains, de plateformes qui suivent régulièrement les dossiers. La prostitution, elle fait partie des éléments que l'on suit. On essaie de trouver l'équilibre aussi entre la prostituée, celui qui l'exploite, les réseaux, et ainsi de suite. C'est pas facile à trouver cet équilibre dans l'action policière. Ça, c'est un. Deux, en matière de stupéfiants, oui, on est intervenu dans le quartier, puisque au mois de janvier, on a fait 3 opérations dans ce quartier-là, 3 dossiers à l'instruction qui ont conduit à l'arrestation et au démantèlement de 1 à 2 banques, mais en tout cas d'une dizaine de personnes. Ça ne va pas s'arrêter là, on va continuer. Ces dossiers-là qui ont abouti au mois de janvier sont des dossiers qui ont démarré au mois d'octobre, et donc qui ont nécessité un travail de fond, non seulement de la part des enquêteurs, mais aussi des équipes de quartier, des équipes de l'intervention et ainsi de suite. Donc il y a du travail qui est fait en matière de trafic de stupéfiants. Il faut saluer aussi le procureur du roi et son équipe qui, à partir du moment où la zone a décidé de mettre en place un suivi sur ce quartier-là, a décidé de nous accompagner et de suivre. Donc, on a un suivi au niveau judiciaire qui est fait. Donc, il y a un engagement du procureur du roi qui est fait dans ce domaine-là. J'ai répondu à vos questions. Ouais, ok. Alors, en ce qui concerne ici les chiffres en matière de stationnement, ça, on peut, je pense, les communiquer parce qu'on a des chiffres qui sont globaux. Vous verrez que les augmentations, en tout cas en termes de constatation pour tout ce qui est lié à la sécurité routière. Donc, on va parler en matière de contrôle de vitesse, on va parler en termes de stationnement gênant, on va parler en termes de ceinture de sécurité et ainsi de suite. On a des tableaux complets qu'on peut vous fournir. Vous verrez que les augmentations sont importantes, voire spectaculaires dans certains phénomènes qui sont constatés par les services de police. On a certainement augmenté le volume de l'infraction. Je reviens sur l'infraction en matière de stationnement gênant. Certaines personnes font le choix économique de subir et de payer la sanction du stationnement à la place de devoir payer un garage ou quelque chose d'autre. Ils font le calcul économique que la police passera peut-être 3, 4, 5 fois, et que le coût de la sanction qu'ils vont subir ou devoir payer reste toujours moins cher que l'achat ou que la location d'un garage. Et on constate que dans certaines zones, si on fait tous les jours les campagnes, si on arrête un jour ou deux, ça recommence directement. Et certaines personnes, sans cacher, nous disent très clairement, écoutez, il n'y a pas de souci, moi je sais payer ça, et on va continuer. Donc il y a une question fondamentalement à se poser sur l'espace, la voiture, le stationnement, etc. C'est clair que le stationnement gênant va entraîner des risques pour les usagers faibles et ainsi de suite. On a des patrouilles ont des variables dans ce qu'ils vont constater. Normalement, les véhicules en stationnement gênant peuvent être aussi dépannés quand ils sont dans des situations qui empêchent l'usager faible de le faire. Je répète à tout et à chacun parce qu'on fait le suivi. Si vous dénoncez des situations sur le site de la zone de police, la zone de police vous répond toujours sur ce qu'elle fait, ce qu'elle peut faire. Et si on ne sait pas faire quelque chose, on le dit aussi. On est très transparent par rapport à ce type de politique-là. De même qu'en ce qui concerne les comités, en tout cas qui s'intéressent à la sécurité routière comme 1030 0 tués, je ne sais pas si je suis la seule zone à l'avoir fait, mais en tout cas, les membres de 1030 0 tués ont pu rencontrer les analystes stratégiques, comparer les chiffres et discuter en toute transparence des chiffres. Ils sont passés chez nous pendant 4 heures sur une explication sur les chiffres, on leur a tout montré. Mais il y a aussi des gens de 1030 qui ont pu participer à des opérations policières sur le terrain, pouvoir discuter avec les policiers et faire le constat des difficultés qu'on a parfois en matière de constatation ou parfois de ce qu'on voit et ainsi de suite. On est tout à fait transparent par rapport à ça. Je ne sais pas accueillir tout le monde. J'ai des stagiaires, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Tout le monde veut patrouiller avec un service de police, mais je veux dire, dans ce cadre-là, en toute transparence, les gens peuvent venir voir, et si on sait l'organiser, alors on l'organise et on explique comment est-ce qu'on travaille. Je ne répondrai pas directement à la question que vous vouliez poser, de savoir s'il faut passer Saint-Just-Lô en zone 30 complètement, s'il faut rester en zone 50. Ça doit faire l'objet d'une analyse par rapport au nombre d'accidents, le type de voirie et ainsi de suite. Cette analyse-là, on l'a pas faite
à ce stade-ci, ça demande un peu plus de réflexion. Effectivement, mathématiquement, quand vous roulez à 50 km/h et que vous percutez quelqu'un, c'est toujours plus grave que si vous roulez à 30 km/h. Ça, je veux dire, tout le monde peut comprendre, tout à chacun. Mais est-ce que vraiment le 30 est toujours adapté à toutes les situations, à toutes les configurations? Ça, je ne sais pas vous répondre ici maintenant. La configuration de Saint-Josse est une configuration qui est particulière par rapport aux deux autres zones de police. On n'a pas le même type de voirie sur Saint-Josse, sur Scarbeck et sur Evere. Ce qui me permet de rebondir sur votre question sur les différences qui existent entre les règlements communaux. Moi, je n'ai pas spécialement de jugement, de difficulté par rapport à ça, à partir du moment où dans chacune des communes, on trouve des interlocuteurs avec lesquels on puisse travailler. Ok, ça complexifie un peu le travail des policiers à un certain moment, mais ce travail-là, on peut le faire en bonne intelligence dès qu'on a les bonnes personnes de contact dans les différentes administrations. Et c'est le cas. Dans chacune des administrations, sur Evere, sur Scarbeck et sur Saint-Just-Nôtre, mes services ont chaque fois des personnes de contact qui permettent alors, dans un dialogue, de faire la différence et de saisir ces différences dans le cadre de la gestion du dossier administratif. C'est clair que pour un patrouilleur de l'intervention, ça rend parfois un peu plus difficile dans des rues qui sont communes à deux communes. Ça rend parfois un peu plus difficile, finalement, où est-ce que je me trouve exactement, qu'est-ce que je dois faire exactement, et quelle est la situation. Je dirais que dans le travail quotidien des patrouilleurs pour les constatations, ça peut un peu compliquer les choses. C'est corrigé par le travail par la suite de discussion et ainsi de suite. Et alors, en ce qui concerne les commerçants, là, oui, je sais pas, on fait du suivi des différents, on ne sait pas contrôler tous les commerces, hein, par contre, on contrôle tous les commerces, mais on ne rend pas compte à quelqu'un qui nous dénonce une situation, on ne lui rend pas systématiquement compte de la situation. Il va peut-être voir qu'on est intervenu, on va lui indiquer qu'il est intervenu, l'agent de quartier va lui indiquer qu'on est intervenu, ok. Mais quant au contenu même de ce qu'on a découvert au moment du contrôle et quant à la suite qui est réservée, alors là, je veux dire, on ne va pas rendre compte à celui qui a dénoncé la situation. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour les trois communes, certainement pour la commune de Saint-Josse, on établit un rapport administratif et l'administration, M. Bourgmestre, suit par rapport aux constats qui ont été faits. Donc, on a ce flux, ce processus qui existe entre le service de police et l'administration communale et le cabinet du bourgmestre en ce qui concerne les constatations et ses suivis. En ce qui concerne les services de contrôle spécifiques, ASCA, inspection sociale, inspection économique, là, ça va dépendre des moyens aussi qui sont attribués à ces différents services. Merci, M. Dauphin. Une intervention du bourgmestre, si vous le voulez bien. Ce sera la dernière et une réponse, si vous le voulez bien. Tout courtement, parce qu'il est 9h15. Je ne peux pas me rappeler à votre mission, mais il y a une réponse qui n'a pas été apportée sur les caméras. Et vous l'aviez de nouveau soulevé. Donc, voilà, je me permets. Alors, ce que je propose, c'est que je vous laisse de toute façon devant les éléments d'information et une dernière réponse de M. Dauphin. Merci, Monsieur le Président. Je vois l'intérêt des élus à participer, je dirais, à un débat sur la sécurité. Je rappelle que ce type de débat, selon la loi, doit avoir lieu au Conseil de police et j'imagine que nos élus qui nous représentent là-bas auront à cœur de revenir sur ce sujet lors des prochaines réunions du Conseil de police. Mais moi, je voudrais, Monsieur le Président, Monsieur le chef de zone, m'arrêter sur quelques éléments et apporter un éclairage au niveau communal. Je remercie évidemment le chef de zone pour cette présentation brillante et pour les explications à chaque fois qui enrichissent, je dirais, la connaissance de tous ces sujets. Sur la sécurité routière, à aucun moment nous n'avons abandonné la sécurité routière. Simplement, dans la nouvelle déclaration de politique générale, ce que nous souhaitons, c'est faire encore plus dans les lieux qui ont été identifiés comme les plus problématiques. Par exemple, la rue Royale, qui nous concerne directement, on s'est aperçu qu'en soirée, on roulait très très vite dans cette rue. Donc, c'est un travail d'analyse qui a été fait par la police, et donc il y a, je dirais, dans le cadre du plan que nous avons adopté au niveau du collège, des mesures supplémentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les contrôles dans les autres rues de manière régulière. Deux, il y a les tenants de la zone 30. Nous n'en faisons pas partie de manière intégrale. Nous ne pensons pas qu'il faut faire des zones 30 sur tout le territoire. Nous pensons que la loi le prévoit déjà dans certains lieux. Nous y sommes favorables. Par
Par contre, ce que nous avons, nous, mis en place au niveau communal, je me rappelle, c'est les ralentisseurs de vitesse. Pas simplement devant les crèches et les écoles, pas en faisant des aménagements qui ralentissent la vitesse comme la demande la loi, l'ordonnance régionale. Nous l'avons fait sur tout le territoire de la commune, on sait quand même distinguer de ce point de vue-là. C'est important de rappeler que les radars ne sont pas les seules réponses. Elles sont certes dissuasives, mais on ne sait pas mettre des radars dans toutes les rues. Par contre, avoir un obstacle matériel, c'est quelque chose qui arrête notre attention, qui permet réellement de ralentir la vitesse. Sur le stationnement sauvage, moi je suis très évidemment intéressé quand on voit la réalité de nos communes. Quand il y a un essor démographique, une augmentation de la population, y compris à Saint-Josse, pour un certain nombre de familles, il n'y a pas d'autre choix, parfois pour aller travailler, parce que les lieux ne sont pas desservis en transport public. Ça renforce évidemment un point de la déclaration politique communale, celle de créer du parking pour les habitants, et ça n'empêche pas qu'il faut continuer à contrôler. Et je voudrais dire ici que longtemps on a fait des fantasmes sur les demandes du bourgmestre, mais je n'ai jamais demandé à la police de ne pas faire son travail. Jamais. Le chef de zone ici devant moi, je n'ai jamais demandé à la police de ne pas faire son travail. Cela n'existe pas. Sur les caméras, il est difficile au chef de zone d'y répondre puisque c'est dans la déclaration de politique générale de la commune. Laissez-nous venir avec une déclaration budgétaire, des moyens qu'on y dégage, et on viendra évidemment avec une note de collège de police pour expliquer effectivement que nous souhaitons passer de 45 à 85 caméras. Et on va pouvoir à ce moment-là densifier le réseau des caméras. On aura plus de 2 tiers de rues avec des caméras sur les 120 rues, on aura plutôt 80 rues avec des caméras. Alors, je veux bien entendre qu'il y a des choses qui seront à l'initiative des Verts de Bouscapé, mais j'aime bien quand même rappeler certains faits. En matière de lutte contre la traite des êtres humains en lien avec la Constitution, Saint-Josse a demandé à la zone de police que ce soit un objectif prioritaire. Je suis heureux que vous hochiez de la tête, M. Dauphin, devant tout le monde ici. C'est une demande de la commune de Saint-Josse, la lutte contre la traite des êtres humains en lien avec la prostitution. Non seulement la police a fait son travail de manière remarquable, elle a été suivie par le fédéral et le parquet. Et ça nous a permis, je rappelle, dans notre zone de police, de fermer 26 lieux où il a été identifié des indices sérieux de traite des êtres humains. La preuve que, on ne raconte pas que des conneries. Parce que souvent, on dit qu'on invente des trucs, c'est des faits aujourd'hui, et des dossiers qui sont ouverts en justice et qui ont fait l'objet de condamnation. Sur les commerçants, je voudrais quand même rappeler qu'on peut évidemment accompagner les commerçants à porter des plaintes. Parce que très souvent, moi aussi, j'entends des demandes d'élus qui nous disent « mais il y a un commerçant qui a raconté quelque chose ». Si tout le monde raconte, mais à un moment donné, il faut des faits. Donc, nous ne savons pas actionner une plainte au niveau de la commune, ni au niveau de la police, sans qu'il y ait quand même une plainte écrite. Il faut à un moment donné commencer par un dossier. Alors, évidemment, la plainte écrite, c'est la base de toute demande. Hein. Alors, quand on fait sa plainte, on la fait. Ah oui, on veut faire la plainte, mais pas assumer sa plainte. C'est compliqué. Peut-être qu'on a quelque chose aussi à se reprocher, peut-être. C'est bon. Ce que je veux dire. Non, je le dis pourquoi. Non, monsieur, vous permettez. Je dis simplement que si vous voulez faire votre travail de conseiller communal, si quelqu'un vous dit qu'il y a un problème, aidez-le à porter plainte. Faites votre travail de conseiller communal. Monsieur le Président, j'ai terminé. C'est votre travail. Non. Vous faites pas votre travail. Merci, l'incident. Monsieur Dauphin, je crois que les 29 conseillers de ce soir ont vraiment apprécié votre mémoire hors du commun. Vous avez probablement une potion magique parce qu'il y a eu 13 questions à peu près, j'ai noté, et vous n'avez pas du tout eu le besoin de noter. Moi qui n'ai aucune mémoire, je veux dire que je suis fasciné. Je vous souhaite une excellente soirée, monsieur Dauphin. Oui, alors, juste encore, monsieur. Merci, c'est surtout les applaudissements pour les hommes et les femmes qui travaillent dans la zone de police, pas spécialement pour moi. J'ai juste apporté ici des facts qui résument en fait la présentation par rapport à ça. Et alors, donc n'hésitez pas à nous contacter, à poser des questions et ainsi de suite. On y répond en coordination avec le collège de police. Et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Voilà, nous allons rapidement distribuer.
distribuer les fardes et si vous le voulez bien, voilà, je vous propose d'y aller si vous voulez bien. Dans les points communication, je vais rappeler aux uns et aux autres. Vous avez reçu une petite note pour notre commission règlement d'ordre intérieur. 2 dates sont prévues. Je le rappelle, le 21 février et le 28 février à 18h30. Et bien sûr, il s'agit d'une réunion pour l'ensemble des membres du Conseil et c'est ici même, c'est une commission. Deuxième point. Excusez-moi, monsieur. On a bien reçu l'invitation et on a même eu l'invitation à envoyer des amendements. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas eu de texte. Et donc, c'est plus facile d'amender des textes qu'on a reçus. Mais bon, je peux envoyer. Donc, je souhaiterais savoir quand est-ce qu'on va recevoir le texte, si vous voulez bien. Et puis, une deuxième chose, pour convoquer les commissions, il faut les mettre en place. Donc, je n'ai pas le souvenir, sauf, mais je n'ai pas une bonne mémoire, je suis comme vous, qu'on ait mis en place les commissions. Donc, pour mettre en. Vous voyez, convoquer des commissions réunies, voilà. On peut inviter tous les conseillers, mais on ne peut pas appeler ça une commission réunie. 2 questions à votre première. Étant donné que nous n'avons pas dans notre règlement de l'intérieur prévu de commission ad hoc ici, la proposition, c'est que ce soit une séance plénière. Voilà pour la première question. La seconde, vous avez raison. Je relis la note ici. Et effectivement, le timing n'est pas donné sur l'envoi du texte. Envoi du texte ce vendredi. Voilà. Nous travaillons en conséquence. Merci pour votre question, M. Moussine. Ensuite, je vais à la pêche au nom dans le petit chapeau magique. Merci Mme Laderie, avec la petite main gauche, et nous sommes amenés à voter ce soir. Ça va bien? Super, très bien. Et voilà. Nous avons beaucoup de personnes qui sont présentes ce soir et qui sont malgré tout un peu souffrantes, qui font l'effort d'être là. Nous apprécions beaucoup. Et s'il devait y avoir une votation ce soir, en tout cas à main levée, la première à voter serait Lubna Jabak. C'est effectivement un référentiel suisse, monsieur Moussine. Voilà. Toujours dans les communications, dans la lecture du point à l'ordre du jour, je souhaiterais, dans cette donc, nous avons reçu tout récemment un courrier, je pense que c'est le mardi, c'est bien cela, un courrier de Vivapoix, nous sommant de désigner 2 personnes à l'AG. Formellement, vous savez que lorsque nous souhaitons rajouter un point à l'ordre du jour, etc., eh bien, il faudrait formellement un accord du Conseil. Je pense que c'est 2 tiers. C'est en tout cas ce qui est prévu dans notre règlement d'ordre intérieur, de façon à mettre ce point à l'ordre du jour en numéro 20. Voilà. Madame la conseillère. Merci. Je pense qu'on n'a pas demandé si les gens avaient des questions d'actualité. Et deuxième aspect, lors du précédent conseil, quand on a nommé quelqu'un dans un des organes, on avait demandé qu'on puisse avoir un timing des nominations dans les divers organes et le renouvellement des diverses assemblées pour ne pas se trouver dans la situation où on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire de devoir faire en urgence une nomination de quelqu'un dans un organisme. Donc, on réitère cette demande, qu'on puisse savoir à quel conseil on va nommer quelle personne qui représente dans quel organisme pour ne plus avoir cette situation. Je vous entends une question à la conseillère, excusez-moi. Sur la question d'actualité, vous direz juste après sur le point-ci, si vous voulez bien. Voilà. Concernant l'inscription formelle à l'ordre du jour du
point que je viens d'évoquer. Souhaitez-vous une motivation qui est effectivement le problème de calendrier, le prochain AG de Vivapoix ayant lieu le 20 février prochain. D'accord, mais on ne peut pas, je veux dire, même si on accepte le précédent, soyons clairs, on en a discuté lors du tout premier conseil, vous savez bien que les vraies motivations pour de l'urgence, c'est qu'il y a un danger. Je ne crois pas qu'il y a un danger, on a juste l'air ridicule si on ne le fait pas. Et à Saint-Jean, on a l'habitude d'être ridicule, mais essayons d'éviter de l'être encore plus à l'extérieur. Merci. Je considérais que ceci est entendu. Souhaitez-vous je ne pense pas qu'il y ait lieu de voter ici, alors nous considérons que ce point est ainsi à l'ordre du jour. S'il y a unanimité, je vous remercie. Là-dessus, les questions d'actualité, y en a-t-il? Alors, le premier doigt levé, M. Balzar, sur les questions d'actualité. On va vous donner le micro, parce que comme vous êtes atteint de la voix, forcé. Pour une fois, je vais avoir besoin de micro. Voilà, donc en fait, j'ai eu 3 questions d'actualité sur le programme de politique générale, ce sera bref. Et donc, une question d'actualité concernant les primes communales à la rénovation. Vous pouvez répéter, excusez-moi, on n'a pas... Les primes communales à la rénovation. Notamment la prime pour les... C'est celle-là d'ailleurs, pour les propriétaires. Voilà. Ensuite, c'est la seule, monsieur Balzar? Excusez-moi. Merci. Vous pouvez peut-être les préciser, parce que le mieux peut-être, c'est de les préciser maintenant de façon à ce que... Écoutez, concernant le programme de politique générale, ce n'est pas compliqué. Il y a une question d'actualité, puisque vous vous souvenez, heureusement, l'épisode du conseil communal précédent, où effectivement nous étions sortis, voilà, pour des raisons qui nous apportaient légitimes. Et donc, je me souviens qu'en ce sens, monsieur le bourgmestre avait dit qu'il nous appartiendrait, effectivement, si on voulait, de pouvoir revenir dessus. Donc, je trouve que le faire pour 2-3 points en question d'actualité me semble être opportun pour éviter de faire perdurer le conseil communal aussi longtemps que la dernière fois. Ici, ce sera beaucoup plus bref. Et donc, je vais être clair. Il y en a une qui concerne la prévention et la sécurité. C'est une question par rapport à ce programme. Il y en a une qui a trait à la qualité de l'accueil et de l'enseignement. Oui, et alors la troisième, c'est l'emploi local. C'est des petites questions une petite question pour chacune que je vous poserai. Et alors donc, la quatrième, qui est la question d'actualité sur... Merci, M. Balzar. M. Moussine, et ensuite, Madame Moussine. Une première question sur un remaniement des services, avec un service qui, concernant le mobilier urbain. J'ai l'impression qu'il y a une évolution positive au niveau des réparations du mobilier urbain. Donc, je souhaitais avoir des éléments d'éclaircissement. Et le deuxième, concernant donc, le cimetière communal, il y a un arrêté d'application sur une ordonnance concernant les inhumations dans un linceul. Je souhaitais savoir si la commune avait pris des mesures au niveau de son cimetière. Je vous remercie. Merci, M. Moussine. Madame Genot, la parole est à vous. Merci. Il y a eu, il y a quelques jours, une fois de plus, un accident au coin de la rue Potagère et Tiberghien, au-dessus de la place Bossuet. Et on a déjà venu dans ce conseil à plusieurs reprises sur des accidents précédents et on nous avait annoncé une série de mesures. Et donc, je voulais savoir si ce qui avait pu être entrepris. Merci, Madame la conseillère. Je vous remercie. Nous sommes à 4, 8, c'est bien cela. 8 questions. Oui, c'est ça. 7 questions d'actualité. Je vous remercie. Nous aborderons tout à l'heure après des interpellations. Je vous remercie. Nous abordons alors, si vous voulez bien, la lecture du PV. La parole est au secrétaire communal. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 16 janvier 2019. Procès-verbal van de gemeenteraadszitting van 16 januari 2019.
Le Conseil a adopté le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018. Il a été procédé à la présentation de la note de politique générale de la législature 2018-2024. Le Conseil a procédé à l'élection des représentants du secteur public auprès de la mission locale de Saint-Just-de-Loon. De Raad heeft beslist tot de verkiezing van 2 nieuwe vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur van Villacor. De Raad heeft beslist een overeenkomst goed te keuren betreffende de toewijzing van 3 voltijdse RESCO-betrekkingen aangesteld voor het onthalen van prille jeugd. Le Conseil a prolongé la concession du droit d'organiser et d'exploiter le parking Skalkijn jusqu'au 31 décembre 2019. De Raad heeft beslist de overeenkomst tussen het UMC Sint-Pieter en de gemeente betreffende het gebruik van het mortuarium in 2019 te verlengen. Le Conseil a pris connaissance des décisions du Collège prises en application de l'article 234, alinéa 3 et 236 de la nouvelle loi communale. De Raad heeft kennis genomen van de collegebeslissingen in toepassing van artikel 249 van de nieuwe gemeentewet. En séance à huis clos, le Conseil a autorisé le Collège à rester en justice à l'encontre de locataires défaillants et à traiter divers dossiers du personnel communal de catégorie confondue. Monsieur le Président. Je vous remercie. Nous sommes au... Oui, les avoirs notes, pardon. C'est ça. Ils ont été postposés aujourd'hui, c'est ça? Considérez parce que je n'ai pas la réponse. Les points sont postposés à du jour Alors, vous avez raison, Madame Arnaud, nous entrons ce point. Avec un corrigeant prévu. Je vous remercie pour votre sagacité. Merci beaucoup. D'autres interventions à ce sujet? Non, merci. Nous sommes au 4, la désignation du représentant de la commune au port de Bruxelles. Monsieur le bourgmestre. Le port de Bruxelles, Monsieur le Président, conformément à l'ordonnance du 5 juillet 2018, qui crée une législation spécifique. Chaque commune désigne un représentant, l'administrateur dans cette structure, c'est le port de Bruxelles. Nous désignons Alice Disley, la commune. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je point suivant. C'est la composition du comité de concertation de commune CPAS. Si vous demandez, si vous souhaitez vous habilitez, évidemment, le demander. Poser la question, ça va. Juste une petite remarque. On va vous donner une réponse. Merci. Il est là, est-ce que vous pouvez voyager sur ces petites jambes? Juste une petite remarque. Ma collègue, le mois passé, avait précisé que lorsque nous avions des administrateurs dans des intercommunales, ils avaient l'obligation de faire un rapport. Je suppose que notre ancien représentant va nous faire un rapport nous fera un rapport, pourquoi pas dans le futur, mais ça nous intéresserait de savoir qu'est-ce qu'il a rempli comme mission et qu'est-ce qui a été fait au nom de la commune de Saint-Just, qui est quand même notre représentant, et avoir ce retour pour nous est important. Je vous remercie. Merci, M. Moussine. Nous sommes ainsi au 5, c'est la composition du comité de concertation commune, CPS, comité important, puisque, évidemment, il a un œil très attentif sur la situation budgétaire. Monsieur le bourgmestre. Oui. En effet, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, le comité de concertation commune CPS n'est pas une structure soumise à l'ordonnance du 5 juillet 2018. Il a été mis en place par la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976. 3 représentants de la commune sont désignés et conformément à l'article 26 de la loi, le bourgmestre ou échevin désigné par celui-ci fait partie de droit de cette structure ainsi que le président du conseil de l'action sociale. Alors, pour rappel, on avait 3 désignations, c'est le bourgmestre,
plus dans ce cas-ci, notre échevin de tutelle Dora Ilunga et notre échevin Philippe Boisqueté, qui seront les représentants de la commune, Monsieur le Président. Je vous remercie. Je rappelle que dans ce comité de concertation se trouve aussi le secrétaire communal et le secrétaire général du CPS, si les souvenirs sont voilà, ainsi que les représentants du CPS, si les souvenirs sont. Je vous remercie. Nous passons sans intervention de votre part au point 6. Nous sommes une société immobilière de service public en région bruxelloise, commerciale, à destination d'un représentant. Monsieur le bourgmestre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers, la société coopérative de locataires à responsabilité limitée, Comencia, n'est pas une structure soumise à l'ordonnance du 5 juillet 2018. Il s'agit d'une société immobilière de service public. Les mandats d'administrateurs sont répartis entre 4 zones. La commune de Saint-Josse fait partie de la zone nord-centre, laquelle est composée également des communes suivantes. La commune de Ronnebeek, Aachen, Bruxelles-Ville et Scarbeck. Enfin, c'est toute la ville de Bruxelles et Scarbeck. Et conformément à l'article 30.4 des statuts, chaque zone bénéficie d'au moins un mandat d'administrateur associé. Pour Saint-Josse, c'est un mandat. Et ici, Monsieur le Président, il est proposé la candidature de Mohamed Begaï. Merci. En fait, Begaï, ça se prononce dans sa langue maternelle comme un Y. Donc je l'ai prononcé, je pense, dans la langue albanaise, c'est bien Mohamed Begaj, mais ça se prononce Mohamed Begaï. Comme ça, plus jamais on ne commettra d'erreur. Merci. Voilà, où se loge le respect, c'est bien. Nous sommes, si vous voulez bien, au point 7. C'est l'agence locale de l'emploi, de la destination des délégués de la commune. Est-ce que ça fonctionne ce micro? Est-ce que ça fonctionne ce micro? Depuis tout à l'heure, je parle des personnes intermédiaires. Et le son feu. Président qui n'a pas de mémoire et qui est maladroit. C'est bien. Alors, allons-y sur l'ALD, monsieur Bourgmestre. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ici, il s'agira évidemment de désigner les représentants de l'Agence locale pour l'emploi que vous connaissez fort bien. 5 représentants de la majorité, un représentant de l'opposition. Je regrette évidemment pour l'opposition que vous n'ayez peut-être pas suffisamment le temps de vous préparer. Voilà, si vous avez un problème, je suis évidemment prêt à vous écouter. Du côté de la majorité, les personnes suivantes sont proposées. L'échevin de l'emploi, Dora Ilunga, Madame Jabak Loubna, Madame Namdi Nezat, M. Jabou Mohamed, et M. Oskonakche Kadir. Voilà. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc, la question qui est posée ici, c'est le représentant, c'est un représentant, c'est bien cela, de l'opposition. À nouveau, désolé sur le terrain. Madame la conseillère souhaite intervenir. On va vous donner la parole parce que vous allez forcer la voix, malgré le pot de Ricola à côté de vous. Oui. Les piqûres ont commencé très tôt ce matin et j'ai un peu perdu ma voix. Je suis un petit peu étonnée donc, parce qu'au niveau de l'ALD, donc il y a donc 6 mandats. Vous représentez 49% des électeurs et vous proposez de prendre 5 mandats sur 6. Donc en termes de représentation, ça me paraît un peu déséquilibré. Et donc je pense que ce serait logique que d'autres partis soient représentés au niveau du Conseil. Quant à nous, nous présenterons M. Moussi dans un premier temps, comme nous n'avons pas eu le temps de faire de procédure, puisque contrairement à ce qui avait été annoncé, on ne nous a pas communiqué à l'avance le calendrier des désignations. On remplacera peut-être par la suite la personne qui nous représentera dans cette institution. Je vous remercie, j'imagine. Monsieur Moussi est présenté. Souhaitez-vous le vote? Je m'entends du verre. Comment? C'est bon comme ça? Je vais quand même demander le vote. Oui, monsieur
sur l'ensemble. C'est juste pour montrer quand même que l'opposition ne se limite pas à écolo, que même si le groupe le groupe des indépendants, c'est simplement histoire de montrer un peu qu'on a un petit peu de possible. Je ne sais pas la partie écolo de la présentation de mes confrères. Je voulais les remercier. Vous demandez l'abstention. Est-ce qu'on peut dire est-ce que l'abstention vous convient? C'est les petits papiers, oui, je sais. Ou alors vous lui donnez une place. Sur mes genoux, ça va pas. Allez, on va C'est le président. On connaît le problème. Vous cédez un mandat. Le vote est demandé, nous allons voter. Merci beaucoup. Je vais demander aux deux plus jeunes. Alors, si je pouvais vous demander de débarrasser. Alors, vous avez vu que la mise en scène a un peu changé. Donc, si on pouvait enlever toutes les nouvelles technologies qui sont sur la petite table que M. Dauphin a utilisée tout à l'heure, le dépouillement se fera sur cette table-là. N'est-ce pas, Madame Genot, sur la table qui est là, de façon à ce que ce soit plus clair et plus simple. Je vais chaque fois indiquer le nom de la personne pour laquelle il y aura oui ou non, ou abstention. C'est ça, oui ou non, ou abstention. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Voilà. Vous n'oubliez pas de voter uniquement. N'oubliez pas de voter uniquement avec votre crayon, n'est-ce pas? Voilà, ce sera non par non. Alors la première candidate, nous sommes avec la candidature de Nora Ilunga. Pour Nora Ilunga et bien entendu nos deux plus jeunes, nos Benjamins de l'Assemblée, ne doivent pas oublier de voter. Nous votons pour Madame Nora Ilunga. Je vois que Monsieur Clerc, là, comme s'il était clair, ou alors j'étais confus. Je vous salue au passage. Si vous avez tout, le dépouillement se fait sur la petite table. Ensuite, le contrôle se fait ici par le secrétaire et le vote. Et le président, bien sûr. Pour moi, c'est bon.
Voici les résultats de la votation pour Madame Ilonga. 18 oui, 9 abstentions et 2 non. Je vous remercie pour le vote suivant. Lubna Jabak. Excusez-moi, on n'a pas entendu les résultats. Oui, je vais vous les répéter, bien sûr. Alors, 18 oui, 9 abstentions et 2 non. Alors, nous recommençons, si vous le voulez bien. N'oubliez pas vos petits crayons. Voilà, le Benjamin, vous passez au dépouillement. Est-ce que tout le monde a remis son petit bulletin? On trouve 29, donc c'est un petit conseil. Nous y allons, si vous voulez bien. Voilà, pour Madame Jabak, 18 oui et 11 abstentions. Nous passons au vote suivant. Madame Zad. Zad Namli. C'est le même exercice, identiquement.
Voilà, 19 oui pour Madame Namli, 19 oui, 9 abstentions et un vote annulé au motif que l'on a utilisé un BIC. Voilà. C'est au tour de M. Jabot moi-même, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Bourgmestre. Merci. On poursuit l'exercice pour le vote suivant. C'est M. Mohamed Jabour. Alors, allons-y.
Pour M. Jabot, 28 et 9 abstentions. M. Jabot a souri. Est-ce que l'AXI qu'a dit? Merci beaucoup, M. Bourges. Président, à voir.
Alors, pour M. Scolaché, la votation, les résultats sont 18 oui, 8 abstentions, 3 votes nuls. Alors, passons au candidat suivant. Eh bien, le candidat proposé par le groupe écolo, M. Moussine. C'est le même exercice. Bien, je ne vous livre pas toute la littérature sur les bulletins qui pourraient être quasiment. Alors, les résultats dans un instant. Monsieur le Président, oui. Je souhaiterais vérifier après. Voilà, 3 bulletins sont nuls, 9 oui, et le nombre d'abstentions. Monsieur aussi, vous pouvez merci, si vous êtes marché.
et 17. Je vous en prie, monsieur le conseiller, bien donc. Voilà. 10 oui, 17 non et 2 nuls. Je vous propose une interruption de séance pendant 10 minutes. Il est 22, pendant, oui, c'est ça, 10 minutes. Il est 22h10. On se retrouve à 22h20. Je vous remercie. Ça va, J'enlève des questions. Ça aurait pu l'attendre.